Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va explorer un peu les racines du panafricanisme. C'est une idée, un mouvement. On imagine souvent que ça a démarré sur le continent africain, mais Oui, mais en réalité, c'est bien plus éclaté, géographiquement parlant, et assez complexe finalement. c'est ça. Et pour cette discussion, on s'appuie sur des extraits d'un ouvrage qui, justement, retrace ses débuts. Assez fascinant. Absolument. L'idée, c'est de remonter au 19e siècle, de comprendre comment cette idée panafricaine a pu germer, pas seulement en Afrique, non, mais de façon très nette dans les Caraïbes. Ah oui? Lesquels, par exemple? Ben, on pense à Haïti, bien sûr, mais aussi la Guadeloupe, Trinidad, et puis aussi aux États-Unis, et même, ce qui est moins connu, au Brésil. D'accord. Et on a quoi comme source pour démêler tout ça? Alors, on a pas mal de choses fliquées, des documents d'époque, des textes fondateurs de certains penseurs, des comptes rendus de conférences, des biographies aussi de figures importantes. Ok. Donc l'objectif, c'est de voir comment tout ça est né d'expériences partagées, bon, souvent difficiles, hein, la traite, l'esclavage, la colonisation, le racisme. Oui, mais aussi, et c'est important, d'actes de résistance, de fierté, et puis d'échanges intellectuels très riches qui traversaient l'Atlantique. C'était pas du tout cloisonné. Très bien. Alors, commençons par là justement. Cette émergence hors d'Afrique, dans les Caraïbes, aux Amériques, où est-ce que ça commence à bouillonner exactement? Bah, c'est un point crucial. Ça ne part pas d'un seul endroit. C'est plutôt comme une constellation de lieux, dès le 19e siècle. On voit ça émerger dans des pays déjà indépendants comme Haïti, on y reviendra, c'est incontournable. Haïti, oui. Cuba aussi, la République dominicaine, mais également dans des territoires encore colonisés, hein, la Guadeloupe, la Martinique, Porto Rico, et puis évidemment un foyer très important aux États-Unis et en Grande-Bretagne, souvent lié d'ailleurs à des projets de retour en Afrique. Des projets de retour. Volontaires ou pas toujours? Voilà, c'est toute l'ambiguïté, on en parlera. Parfois volontaire, parfois beaucoup moins. Et les sources insistent pas mal sur la Guadeloupe, avec des noms comme la famille Larraourouno, H. Adolphe, et une certaine Agathe Gerville-Réache. Oui, Agathe Gerville-Réache, les intellectuels guadeloupéens, ils tissaient des réseaux, c'est ça qui est intéressant. Des réseaux. Comment ça? Des liens avec Haïti, par exemple, via un certain Myrtille Lorient qui était à Cuba, ou même à travers des loges maçonniques. Ils étaient un peu des passeurs d'idées, d'une conscience noire, d'une négritude, avant même que le mot existe vraiment. Et ce Gaston Gerville-Réache, le député, il a dit ou fait quelque chose de particulier? Ah oui, lui, il est intéressant, député guadeloupéen donc. Dès 1880, il fait un discours assez fort. Il dénonce pas seulement le racisme, il va plus loin. Il appelle à se réapproprier le mot nègre, mais de façon positive. Ah oui, carrément. Oui. Pour lui, c'est un devoir filial pour tous ceux qui ont du sang africain. Un moyen de dépasser les divisions créées par l'esclavage, entre mulâtres, nègres, etc. Il a cette phrase assez incroyable: le jour où mulâtres et mulâtresses se diront nègres et négresses. Verra bientôt disparaître une distinction contraire aux lois de la fraternité. C'est puissant comme message à l'époque. Très puissant. C'est une attaque directe contre tout ce vocabulaire colonial, métis, mulâtre, capre, tous ces mots faits pour classer, hiérarchiser, diviser les gens. Et il s'opposait aussi à cette obsession de la pureté de la race, c'est ça? Les sources mentionnent d'autres noms, Docteur Bibas, Rossan Girard. C'était un débat récurrent. Tout à fait. Gerville-Réache, il voyait bien que cette division par la couleur, ça affaiblissait tout le monde. Pour lui, réhabiliter le mot nègre, ce n'était pas juste une question de mots, c'était politique. Politique. Dans quel sens? Il liait ça directement à la nécessité d'avoir plus de représentants noirs à l'Assemblée nationale en France. Il rappelait l'exemple de Louisy Mathieu, un député noir élu en 1850, et son impact. Rassembler tout le monde sous la bannière nègre, c'était une stratégie pour peser face au système colonial. D'accord, je vois. Mais apparemment, ça n'a pas suffi pour lui. Il visait un poste de ministre de la Marine et il ne l'a pas eu. Non, et les sources suggèrent assez clairement que son origine a joué, un peu comme Alexandre Dumas, jamais admis à l'Académie française. Le fameux plafond de verre, déjà à l'époque. Et c'est à Paris qu'il a rencontré Benito Sylvain, une autre figure dont on va parler. Mais avant, restons sur Haïti. Son rôle semble vraiment central. Ah oui, Haïti, c'est fondamental. Imaginez, la première république noire indépendante depuis 1804. C'est un symbole énorme, un phare d'espoir pour tous les Noirs du monde à cette époque. Et de là émerge une figure intellectuelle majeure, Anténor Firmin. Souvent un peu oublié, non? Oui, un peu sous-estimé dans l'histoire
classique du panafricanisme. Pourtant, quel personnage, Anténor Firmin, né en 1850, avocat, journaliste, diplomate, ministre, un esprit brillant. Et il écrit ce livre en 1885, De l'égalité des races humaines. Ça, c'est un pavé dans la mare des théories racistes de l'époque. Exactement. C'est une réfutation méthodique, argumentée, quasi scientifique pour l'époque, des idées de Gobineau et compagnie qui dominaient tout. Ce qui est fou, c'est qu'il utilise les outils de l'anthropologie de son temps, mais pour les retourner contre les racistes. C'est ça qui est remarquable. Ils ne se contentent pas de dire c'est pas bien, non. Ils démontent leur propre logique pseudo-scientifique. Ils affirment l'égalité humaine, le potentiel d'Haïti, de l'Afrique. Ils refusent cette idée de race comme une sorte de fatalité biologique. Et ce n'était pas juste un intellectuel dans sa tour d'ivoire. Il y a cet épisode en 1891. Ah oui, l'affaire du môle San-Nicolas, face à l'amiral américain Gérardi et même face à Frédéric Douglass qui était pourtant une icône, mais là il était ambassadeur US. Firmin a tenu bon. Il a refusé net de céder ce port stratégique aux États-Unis. Il s'est basé sur la constitution haïtienne. Il fallait oser, quand même. Ah mais clairement, tenir tête aux États-Unis à cette époque, ça montre une conviction, un courage politique incroyable. La souveraineté d'Haïti, le refus de l'ingérence n'était pas négociable pour lui. Et sa vision était déjà panafricaine, c'est ça? Totalement. Il était convaincu que le destin d'Haïti était lié à la réhabilitation de l'Afrique. Il avait même soutenu un projet assez fou de confédération antilienne. Une confédération. Avec qui? Avec Cuba, la République dominicaine, la Jamaïque, Porto Rico. Regrouper les îles. Un projet qu'il partageait avec d'autres, comme Bétance ou les frères Lara dont on parlait. Et c'est dans ce bouillonnement qu'apparaît Benito Sylvain, né à Haïti, mais très actif à Paris. Oui, Benito Sylvain, né en 1868. À Paris, il lance ce journal au titre évocateur La Fraternité, organe de défense des intérêts d'Haïti et de la race noire. C'était en 1890. Et Gerville Réache, le député guadeloupéen, y a écrit Oui, Gerville Réache et aussi le sénateur Isaac, un autre Guadeloupéen. Sylvain, c'est vraiment un connecteur, un passeur. un pont, comme vous disiez. Exactement. Un pont entre Haïti et les intellectuels noirs à Paris, mais aussi, et c'est plus étonnant, un pont entre Haïti et l'Éthiopie. L'Éthiopie. Comment ça? Il a fait plusieurs voyages là-bas, il a noué des liens très forts avec l'empereur Ménélique II, et on le retrouvera comme figure clé à la conférence panafricaine de Londres en 1900, où il représentera à la fois Haïti et l'Éthiopie. Incroyable. Mais avant d'aller à Londres en 1900, il faut qu'on parle d'un autre phénomène. Ces fameux projets de retour en Afrique, et notamment l'American Colonization Society, l'ACS. Les sources insistent beaucoup sur, disons, le double discours de cette organisation. Oui, l'ACS, fondée en 1817 par des Blancs américains influents, Finlay, Bushrod, Washington, oui, le neveu de George, Henry Clay, sur le papier, c'était philanthropique, aider les Noirs libres à retourner en Afrique. Mais en coulisses. En coulisses, les motivations étaient beaucoup plus intéressées, voire franchement racistes. Des journaux de l'époque, comme le Messager de Georgetown qu'on trouve cité, disaient sans détour qu'il fallait se débarrasser de ces Noirs libres. Se débarrasser. Pourquoi? Parce qu'ils étaient vus comme indésirables, une menace potentielle d'insurrection, et puis il y avait la peur des mariages mixtes. On parlait de purger le pays d'un sang inférieur. C'était très cru. Et les Noirs libres américains, ils en pensaient quoi de cette généreuse proposition? Ah, la réaction a été très majoritairement hostile et très organisée. À Philadelphie, par exemple, il y a une grande assemblée, 3000 personnes, menée par des leaders comme James Forten, Richard Allen. Ils ont dit non merci. Leurs arguments? Très clair. On est américains, c'est notre patrie, on ne partira pas. Et surtout, on ne va pas abandonner nos frères et sœurs qui sont encore esclaves. Ils ont dénoncé l'ACS comme une manœuvre pour les dénigrer, les faire passer pour des dangers publics. L'appel de Forten en 1817 est vraiment poignant. Pourtant, l'ACS a quand même réussi à fonder le Libéria. Ça n'a pas dû être simple. Non, loin de là. Ça a été long, difficile. Il y a eu des expéditions pour trouver des terres. L'achat du Cap Mesurado, ça s'est fait dans des conditions, disons, tendues, parfois avec pression. Et la fondation de Monrovia en 1822, ça a été le début d'années très dures. Maladies, hostilité de certaines populations locales, comme les Déri. Il a fallu des gens très déterminés, comme Elijah Johnson ou Jehudi Ashmoon, pour que la colonie survive. Et le gouvernement américain, il soutenait ça officiellement? Justement, non. Le gouvernement fédéral a refusé de parrainer la CS. Des gens comme John Quincy Adams, par exemple, trouvaient ça suspect, une ruse des esclavagistes.
Alors, qui finançait la CS? Principalement des États du Sud esclavagistes comme le Maryland, la Virginie, surtout après la révolte de Nat Turner en 1831. Ça a renforcé la peur des Noirs libres et l'envie de les voir partir. Donc une histoire compliquée pour le Liberia dès le départ. Très compliqué. Il y a même eu des scissions. Le Maryland a créé sa propre petite colonie juste à côté. Et puis, il y avait des critiques sur la gestion, la corruption et surtout le mouvement abolitionniste mené par des gens comme William Lloyd Garrison. Avec son journal The Liberator. Exactement. Eux, ils dénonçaient de plus en plus l'ACS en disant que ça détournait de la vraie lutte de l'abolition d'esclavage et l'égalité aux États-Unis. Après la guerre des sécessions, l'ACS a perdu beaucoup de son sens et a décliné. Et au final, combien de personnes sont parties au Libéria? Le bilan est assez faible en fait, hein. Environ 12 000 personnes sur plusieurs décennies. Et vers 1900, le Libéria restait un État très fragile, avec une petite élite américano-libérienne qui dominait une large majorité d'Africains autochtones. Mais cette idée de retour, elle ne venait pas que de la CS. Il y avait aussi des penseurs noirs qui la défendaient, mais avec leurs propres idées. Les sources parlent beaucoup d'Edward Wilmot Blyden et de Martin Robinson Delany. Oui, deux figures vraiment importantes, mais assez différentes. Blyden, d'abord, né à Saint-Thomas, une île danoise à l'époque. C'était un intellectuel très influent, très lié au Libéria, à son université. Il a beaucoup écrit pour encourager l'émigration vers le Libéria, surtout depuis les Caraïbes. Avec quels arguments? Souvent des arguments religieux, l'idée d'une rédemption de l'Afrique par le retour de la diaspora. Mais surtout, il a énormément travaillé à revaloriser l'image de l'Afrique. Il rappelait la grandeur de l'Égypte ancienne, il combattait les clichés du continent des ténèbres. Mais il n'était pas sans contradiction, apparemment. Non, et c'est ça qui le rend complexe. Blyden était lui-même influencé par les théories raciales de son temps, même s'il les combattait sur certains points. Les textes mentionnent une haine des mulâtres. Ah bon? Pourquoi? Il voyait le métissage comme quelque chose d'anormal, de contre-nature. Il idéalisait les purs nègres, pure negros, qui étaient selon lui les seuls capables de régénérer l'Afrique. C'était une obsession chez lui, qui a créé pas mal de tensions au Libéria d'ailleurs. Et son rapport aux Blancs? Ambigu aussi. Il pouvait critiquer le racisme européen, mais en même temps admirer la civilisation britannique, par exemple. C'est vraiment un personnage pétri des ambiguïtés de son époque. Et l'autre nom, Martin Robinson Delany? On dit souvent que c'est un précurseur du black nationalisme, du nationalisme noir. Oui, Delany, c'est une autre trempe. Une fierté noire très affirmée. Il y a cette citation célèbre rapportée par Frédéric Douglass. Moi, je remercie Dieu de m'avoir fait homme, mais Delany le remercie de l'avoir fait homme noir. Ça dit tout. Quel était son parcours? Très riche. Médecin, journaliste, explorateur. Il a même été major dans l'armée nordiste pendant la guerre de sécession. Il était très influencé par un texte radical, La pile de David Walker, et très actif dans les conventions noires qui se réunissaient pour réclamer des droits. Et lui aussi a pensé à l'émigration. Oui, mais différemment de Blyden ou de l'ACS. Delany, il est allé lui-même en Afrique de l'Ouest. Libéria, mais aussi Lagos, Abeokuta au Nigeria. Il a négocié directement avec des chefs locaux, des chefs Yoruba, pour obtenir des terres. Dans quel but? Pour y installer des Afro-Américains, créer des communautés autonomes. Il était lié à l'African Civilization Society d'Henry Highland Garnet, qui avait une vision un peu similaire, une immigration choisie pour développer économiquement l'Afrique. Delany a même écrit un roman, Black, qui imaginait un grand soulèvement d'esclaves. Passionnant. Sortons un peu des États-Unis. Direction le Brésil. Les sources disent qu'il y avait aussi un courant panafricain là-bas. Pourtant, le contexte était encore différent, non? Très différent et particulièrement brutal. Au Brésil, la traite négrière illégale a continué massivement, bien après l'interdiction officielle. C'est la fameuse expression Uma lei para inglês ver, une loi pour donner le change aux Anglais. Et les conditions de vie des esclaves? Effroyable, surtout dans les plantations de café et de canne à sucre. La mortalité était extrêmement élevée. Et pourtant, même dans ce contexte terrible, on voit émerger une résistance culturelle et intellectuelle afro-brésilienne très forte. Qui en sont les figures? Dès la fin du 19e, on a des intellectuels comme Manuel Quirino. Lui, il s'est battu pour valoriser l'apport africain à la culture brésilienne. Il s'opposait frontalement aux théories racistes d'un certain Nina Rodriguez, très influent à l'époque, qui affirmait l'infériorité des Noirs. Et plus tard?
Plus tard, au XXe siècle, on aura l'école de Bahia avec Arthur Ramos, Edison Carneiro. Et puis, le militantisme s'organise. Des congrès afro-brésiliens dans les années 30, le fameux Teatro Experimental Negro d'Abdias do Nascimento en 44, la Convention nationale noire. Et qu'est-ce qu'il revendiquait? L'héritage africain, la lutte contre le racisme, bien sûr. Il célébrait les héros de la résistance, comme Zumbi de Palmarès, ce chef d'une communauté d'esclaves en fuite, un quilombo, ou les révoltés malais de Bahia, qui étaient des esclaves musulmans. Et il y a une dimension absolument essentielle au Brésil, le candomblé. La religion afro-brésilienne? Voilà, le candomblé a permis de maintenir vivantes les traditions, les langues rituelles, les divinités venues d'Afrique. Yoruba, qu'on appelle Nago là-bas, Fon, Djedje, Ewe, Mina. Les orishas Zango, Ogun, Yamanja sont restés des piliers d'identité et de spiritualité. Surtout à Bahia. Oui, Bahia est un centre névralgique. Les cérémonies comme la grande fête de Yamanja le 2 février, c'est un lien direct, vivant avec l'Afrique. C'est une forme de panafricanisme spirituel très puissant. Les sources parlent aussi des retornados, des Brésiliens qui retournent en Afrique. Oui, exactement. C'est un phénomène intéressant. Ce sont des Africains ou leurs descendants, souvent affranchis ou libérés après l'abolition, qui ont fait le voyage en sens inverse. Ils ont quitté le Brésil pour retourner en Afrique. Où ça, principalement? Surtout dans la région du golfe du Bénin, Lagos au Nigeria, Ouida au Bénin actuel. Ça commence dès les années 1840-1860. Ils ont créé là-bas des communautés spécifiques qu'on appelle souvent les Brésiliens ou les Agoudas. On les reconnaît à leur nom de famille, portugais, à leur architecture, à certaines traditions. Et ce qui est curieux, c'est que les Anglais, qui administraient Lagos, ont parfois encouragé leur venue. Oh oui, pourquoi? Peut-être pour leur savoir-faire d'artisans, de commerçants, mais les sources suggèrent aussi que c'était peut-être pour faire un peu contrepoids aux sarros. Les sarros, c'est qui? C'étaient les anciens esclaves libérés par la marine britannique et installés en Sierra Leone, qui revenaient aussi à Lagos. Mais ils étaient jugés parfois un peu trop anglicisés, un peu trop revendicatifs par les colons. Donc on voit bien les jeux politiques complexes, même au sein des populations retournées. Fascinant. Tous ces courants, ces idées, ces personnes qui bougent d'un côté à l'autre de l'Atlantique, tout ça va finir par converger de façon plus structurée à la fin du siècle. On arrive à la conférence panafricaine de Londres en 1900. C'était quoi le climat à ce moment-là? Le climat, c'est celui de l'impérialisme triomphant. L'Europe est en train de se partager l'Afrique. C'est le fameux Scramble for Africa. Et les abus coloniaux se multiplient partout. Par exemple? Oh, les guerres en Afrique du Sud contre les Boers, mais aussi contre les peuples africains, le système des compounds, ces camps de travail forcés dans les mines, des formes d'esclavage qui persistent, comme à Zanzibar, et puis une grosse crise économique liée au sucre qui touche très durement les Caraïbes. Donc un besoin de réagir. Oui, l'idée montre qu'il faut une réponse organisée, collective, de la part des peuples d'ascendance africaine. Et l'exposition universelle de Paris, la même année, offre une occasion de se retrouver plus facilement. Et qui a eu l'idée de cette conférence? Qui a lancé ça? L'homme clé, la vraie cheville ouvrière, c'est Henry Sylvester Williams, un avocat originaire de Trinidad, mais installé à Londres. D'accord. Dès 1897, il avait créé une African Association pour défendre les intérêts des sujets britanniques d'origine africaine. Et c'est lui qui commence à utiliser le mot panafricain vers 1899 et qui lance l'idée de cette grande conférence. Et qui est venu à Londres pour cette conférence? J'imagine que c'était assez mélangé. Ah oui, très mélangé pour l'époque. Il y avait des délégués des Caraïbes, des États-Unis, d'Afrique de l'Ouest, d'Afrique du Sud et bien sûr du Royaume-Uni même. Le président de la conférence était un évêque américain, Alexander Walters. Et parmi les noms connus, Alors on retrouve notre Benito Sylvain qui représentait Haïti et l'Éthiopie. Il y avait aussi un jeune universitaire américain qui allait devenir très célèbre, W.E.B. Du Bois. Dubois, oui, bien sûr. Il y avait aussi l'évêque James Johnson de Lagos, au Nigeria, le compositeur britannique Samuel Coleridge Taylor, qui était métisse, l'intellectuelle américaine Anna Julia Cooper, une belle brochette, et même Anténor Firmin, qui ne pouvait pas venir d'Haïti, a envoyé une lettre de soutien très remarquée. Et il voulait faire quoi concrètement pendant cette conférence? D'abord, se rencontrer, créer des liens entre tous ces gens dispersés, discuter des problèmes communs, le colonialisme, le racisme. Et surtout, essayer de parler d'une seule voix aux grandes puissances coloniales. Ça s'est passé où exactement?
au Westminster Town Hall, en plein cœur de Londres, du 23 au 25 juillet 1900. Ils ont parlé de la situation très grave en Afrique du Sud, des problèmes économiques aux Caraïbes, des discriminations aux États-Unis. Ils ont même été reçus par l'évêque de Londres, ce qui n'était pas rien. Et le texte le plus célèbre qui en est sorti, c'est l'Address to the Nations of the World. Qu'est-ce qu'il y avait dedans? C'est un document vraiment important, rédigé par un comité où Dubois a joué un grand rôle. C'est un appel solennel aux grandes puissances, Grande-Bretagne, États-Unis, Allemagne, France, Belgique. Il dénonce le racisme partout dans le monde. Et il contient cette phrase célèbre. Oui, cette phrase, souvent attribuée à Dubois, même si c'était une œuvre collective, le problème du XXe siècle est le problème de la ligne de couleur. C'est prophétique. Mais ce n'est pas juste un constat. Non. Qu'est-ce qu'il demandait? L'indépendance. Pas encore l'indépendance pour les colonies, non. La demande principale, c'était le responsible government, c'est-à-dire une forme d'autonomie interne. Le droit pour les populations noires de gérer leurs affaires locales au sein des empires. Et d'autres choses? Oui, l'égalité des droits civiques et politiques, l'égalité des chances économiques dans l'éducation, et un point très important, ils exigeaient le respect de l'indépendance des 3 États noirs qui existaient déjà, l'Éthiopie, le Libéria et Haïti. Il fallait les protéger des appétits impérialistes. Et il y a eu des suites concrètes à cette conférence? Oui, ils ont envoyé un mémoire spécifique à la reine Victoria pour dénoncer les mauvais traitements en Afrique du Sud. Et surtout, ils ont décidé de créer une organisation permanente, la Pan-African Association. Une association pour continuer le travail. Voilà, avec un siège à Londres et l'idée de créer des branches dans différents pays. Ils ont même prévu d'autres congrès, aux États-Unis en 1902, à Haïti en 1904. Malheureusement, ça n'a pas pu se faire tout de suite. Manque de moyens, et puis Williams est mort assez jeune, en 1911. D'accord. Donc, une première tentative d'organisation à l'échelle mondiale. C'est ça. Et pour bien comprendre cette époque, il faut vraiment insister sur le symbole que représentait l'Éthiopie. Pourquoi l'Éthiopie en particulier? Parce que c'était le plus vieil État indépendant d'Afrique, un royaume chrétien très ancien qui n'avait jamais été vraiment colonisé. Et surtout, il venait de remporter une victoire éclatante contre une puissance européenne. La bataille d'Adwa, en 1896, contre les Italiens. Exactement. La victoire de l'empereur Ménélique II à Adwa, ça a eu un écho énorme dans toute la diaspora noire. Ça a montré qu'une armée africaine pouvait battre une armée européenne, ça a cassé le mythe de l'invincibilité blanche et ça a redonné une fierté immense. Et c'est là qu'on retrouve Benito Sylvain, le Haïtien. Quel rôle a-t-il joué avec Ménélique II? Un rôle assez incroyable et souvent méconnu. Sylvain a fait 4 voyages en Éthiopie. Il a réussi à gagner la confiance de Ménélique. Il est devenu une sorte de conseiller officieux, un émissaire d'Haïti, mais aussi un relais pour l'Éthiopie vis-à-vis du monde extérieur. Il parlait de quoi? Les sources montrent qu'il discutait de stratégie diplomatique face aux Français, aux Anglais, aux Italiens qui tournaient autour. De la nécessité pour l'Éthiopie de se moderniser, d'avoir des représentants à l'étranger, de la question difficile de l'esclavage qui existait encore en Éthiopie, et plus largement de la solidarité nécessaire entre l'Afrique indépendante et les Noirs des Amériques. Le lien était fort, donc. Très fort, au point que Ménélique II a accepté d'être nommé grand protecteur de la Pan-African Association créée à Londres en 1900. C'est dire le symbole. Bon, si on essaie de faire une petite synthèse de tout ça, ce qui frappe vraiment, c'est la complexité de ces débuts du panafricanisme. Ce n'est pas du tout une histoire simple, linéaire, née à un seul endroit. Ah non, c'est clair. C'est plutôt une nébuleuse d'idées, de luttes, d'aspirations qui germent un peu partout, des 2 côtés de l'Atlantique, tout au long du 19e siècle. Et avec une grande diversité de moyens, de stratégies. Oui, et c'est ça qui est fascinant. On a la résistance par l'intelligence, comme Firmin qui démonte le racisme avec ses propres armes. On a l'action diplomatique, la création de liens, comme avec Sylvain. L'organisation politique qui essaie de dépasser les frontières avec Williams. Les projets d'émigration aussi, même s'ils sont parfois ambigus, comme l'ACS, ou plus nationalistes, comme chez Blyden et Delany. Voilà. Et puis, il ne faut pas oublier l'affirmation culturelle, spirituelle. Que ce soit Gerville Réache qui veut redonner sa fierté aux mots nègres, ou Querino au Brésil qui valorise l'héritage africain, ou la force incroyable du candomblé comme lien vivant avec l'Afrique. Et on sent aussi, chez beaucoup d'entre eux, une sorte de tension permanente, un dilemme presque, entre l'envie de retourner en Afrique, la mère patrie, réelle ou fantasmée, Oui, que ce retour soit physique ou juste symbolique. et d'un autre côté, la lutte ici et maintenant
pour l'égalité, la citoyenneté, la dignité, là où ils sont nés, aux Amériques, aux Caraïbes. C'est une tension fondamentale qui parcourt toute cette histoire, oui. Et d'ailleurs, pour ouvrir un peu la discussion, l'auteur des textes qu'on a utilisés, Oruno Lara, soulève une question intéressante pour aujourd'hui. Laquelle? Il observe qu'aujourd'hui, pour certains Caribéens, le panafricanisme, c'était une étape importante, mais peut-être une étape historique, que maintenant ils seraient plutôt en train de construire leur propre univers, un univers spécifiquement caribéen. Distinct de l'Afrique? Distinct, qui assume tous les héritages mêlés, amérindiens, africains, bien sûr, mais aussi asiatiques, européens, pacifiques, un univers multiple. Il cite l'Association des États de la Caraïbe, l'AEC, comme un outil de cette construction caribéenne. Ah oui, c'est une perspective intéressante et peut-être un peu provocatrice. Est-ce que c'est une évolution logique ou est-ce que ça marque une rupture avec l'idéal de ces pionniers qu'on a évoqués? C'est toute la question. Quelle place pour ces liens historiques, tissés dans la douleur, mais aussi dans l'espoir au XIXe siècle, dans le monde d'aujourd'hui? Est-ce que cette affirmation d'un destin caribéen spécifique, c'est la suite naturelle ou autre chose? Ça laisse matière à réflexion, en effet. Merci beaucoup pour cette exploration passionnante. Merci à vous.